Rebonjour, dimanche en politique. La suite, à droite comme à gauche, les premiers pas de Sébastien Lecornu sont évidemment scrutés. L'heure de vérité va bientôt arriver. La feuille de route du nouveau Premier ministre permettra d'y voir plus clair sur qui le soutiendra ou pas. La gauche estime qu'il n'est pas légitime et qu'il doit partir. À la France insoumise, c'est aussi le départ d'Emmanuel Macron qui est réclamé depuis des mois. J'accueille maintenant l'invité de dimanche en politique, Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui est très importante, et député La France insoumise de Seine-Saint-Denis. Allons tout de suite sur la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dont vous êtes président. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Le Rassemblement national revendique la présidence de cette commission, en étant le premier groupe à l'Assemblée. Oui, mais sauf qu'il y a eu des élections il y a un an de ça, et il s'avère qu'il y a une coalition aussi qui existait, dans les faits, voilà, qui était supérieure au Rassemblement national. C'est grâce à ça que j'ai été élu. Donc je vous le dis très clairement, par exemple, il y aura des élections le 2 octobre. Si le Rassemblement national devait être élu président de la Commission des finances, ça serait uniquement parce que, comme l'année dernière, ce qui est un problème, le socle gouvernemental décide de participer à l'élection et lui attribue les voix. Si c'est pas le cas, ça se terminera comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'aurai les voix de la gauche, vraisemblablement peut-être de Lyotte, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, donc c'est supérieur aux voix du Rassemblement national et ça se passera très démocratiquement. Vous êtes serein? Oui, j'ai une certaine sérénité. D'abord parce qu'en plus de ça, j'ai cru comprendre quand même, et là à peu près de tous les bancs de la Commission des finances, c'est que mon rôle de président de la Commission des finances est assez respecté parce que je respecte tout le monde également et que j'essaie de la faire avancer en sachant que le président, vous le savez, constitutionnellement, est de l'opposition, donc ça se voit. Si le RN prenait la tête de la Commission des finances, ça changerait quoi d'après vous dans l'ambiance de l'Assemblée ou dans le travail? Mais je vous dis, je ne vois pas comment le RN prend la tête, sauf si le socle gouvernemental décide de voter pour le RN. C'est possible aussi. Peut-être, mais dans ce cas-là, ça serait un problème. Parce que ça voudrait dire que le socle gouvernemental décide en réalité, contrairement au sens des élections d'il y a un an, à penser qu'il vaut mieux exclure un président insoumis et avoir un président RN. Moi, je leur laisse la responsabilité. Mais je n'ai pas ces échos-là, si vous voulez. Ce sera un problème politique. Oui, ce sera un problème politique, mais pour l'instant, c'est de la fiction. Alors, on va parler d'autre chose. Emmanuel Macron va, au nom de la France, reconnaître la Palestine demain à l'ONU. C'est ce que vous réclamiez depuis toujours. C'est un geste fort. C'est un geste fort, mais je vais être très clair. Mon inquiétude, c'est qu'on reconnaisse un cimetière. Voilà. Et donc, la reconnaissance, alors sans même parler du contenu de cette reconnaissance qui pose certains problèmes dans les conditions, par exemple, économiques qui seraient celles auxquelles devrait obéir le peuple palestinien, ou par exemple le fait que l'UNRWA, l'ONU, serait empêché de continuer à avoir son rôle. Donc, il n'y a pas vraiment une autodétermination complète. Mais au-delà même du contenu, si jamais ce n'est pas accompagné de mesures, de sanctions fortes de la communauté internationale, et notamment de la France, pour faire arrêter ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire, je reprends le terme, le rapport de l'ONU, Commission du Conseil des droits de l'homme, qui parle là maintenant de génocide, c'est-à-dire répondant à la question de la Convention de 48 sur les questions des génocides, c'est un crime commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, religieux. C'est l'ONU qui dit ça. Si on n'arrête pas M. Netanyahou dans l'entreprise folle que conduit aujourd'hui au nom de l'État d'Israël, ça ne va pas malheureusement. Donc si je résume votre idée, c'est que reconnaître l'État palestinien c'est bien, mais il faut que ça passe par des sanctions aussi contre Israël. Il faut que, aussitôt que l'État palestinien est reconnu, ça passe par des sanctions vis-à-vis de l'État d'Israël pour qu'il arrête le génocide en cours à Gaza et l'annexion en cours de la Cisjordanie, c'est-à-dire en réalité l'impossibilité que le peuple palestinien ait un jour un État. Pour marquer cet événement, Olivier Faure, le numéro 1 du Parti socialiste, a proposé que le drapeau palestinien soit mis sur les mairies pour marquer cet événement. On ne vous a pas trop entendu soutenir cette initiative du côté de la France insoumise. Vous la soutenez? Nous, on est pour cette initiative, bien sûr. D'accord, sans problème. Oui, de la même manière que, faut remarquer qu'à certains moments, par exemple, par rapport à des pays qui ont été agressés, il y a eu des drapeaux ukrainiens qui ont été mis sur les frontons des mairies. Il me semblerait normal qu'en solidarité avec le peuple palestinien, vu ce qui est en train de vivre, certaines mairies affichent ce drapeau. Est-ce que vous souhaiteriez d'autres initiatives éventuellement, à l'Assemblée ou ailleurs? Ah oui, toute assemblée. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives à l'Assemblée nationale. Vous savez, notamment, on a reçu, par exemple, le président ukrainien à l'Assemblée nationale. Je pense donc que l'Assemblée nationale s'honorerait à, s'associer à cette reconnaissance, par exemple, en invitant le président de l'autorité palestinienne, en invitant l'ambassadrice palestinienne, qui est une femme remarquable, à l'Assemblée nationale, de manière plus institutionnelle. C'est ce que vous demandez à la présidente de l'Assemblée, non? Oui, je pense que ça serait bien de montrer, parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est la disparition d'un peuple.
Rendons-nous compte Donc, de ça. très clairement, Là, vous demandez à la en ce présidente de l'Assemblée nationale cette invitation. par exemple, c'est vous qui me la suggérez. Non, je vous pose la question. Mais je trouve que ça serait une excellente idée qu'elle puisse venir s'exprimer, comme l'a fait le président ukrainien, et nous permettre d'afficher notre solidarité pour que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas, je vais vous dire une chose, ça fait le malheur évident du peuple palestinien qui est en train de disparaître. Mais à terme, c'est le malheur du peuple israélien aussi, je pense, parce que aucun État ne peut sortir indemne de devenir un État génocidaire et un État qui pratique l'apartheid. Et nous le savons dans l'histoire. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a demandé au préfet, en tout cas, d'intervenir auprès des maires qui voudraient afficher des drapeaux palestiniens, parce qu'il estime que c'est le principe de neutralité du service public qui doit primer. Un seul drapeau, le drapeau français, sur les mairies. Est-ce que vous partagez ce principe? Non, ça n'a pas été fait. Je vous ai Ça n'a cité pas été fait, l'exemple. mais sur le principe. Non, mais attendez, non. Moi, je pense qu'une mairie peut, à un moment donné, afficher une solidarité. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce principe que M. Retailleau découvre tout d'un coup, parce que c'est la Palestine. Il ne l'a pas découvert quand on a parlé de l'Ukraine, que je sache. Donc, je trouve que c'est une fois de plus, quelque part, j'allais dire, un combat que poursuit M. Retailleau vis-à-vis de solidarité avec le peuple palestinien. Je pense effectivement que les mairies s'honoreraient de le faire. Jeudi, toute la gauche était dans la rue aux côtés des syndicats, avec dans les esprits ou sur les lèvres le mot censure et celui de démission. Monsieur Lecornu, à mon avis, n'arrive à rien, et c'était très prévisible qu'on en finisse. Et qu'il vienne, comme c'est normal, devant l'Assemblée et qu'il fasse le vote de confiance auquel s'est soumis son prédécesseur, Monsieur Bayrou. Après tout, si Monsieur Bayrou l'a fait, pourquoi Monsieur Lecornu ne le ferait-il pas? On se rend compte que l'argent public est rare dans ce pays. On nous dit qu'il faut faire des économies, faire attention. Surtout, mais sur les aides aux entreprises, ça reste open bar. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Un livre, Le Grand Détournement, il chiffre à 270 milliards par an les aides aux entreprises. Et personne ne sait dire exactement qui, quand, où, comment, sur quels critères. Personne. Quand on regarde, je crois que c'est 347 millions pour LVMH en une seule année. LVMH. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je ne suis pas sûre. Alors LVMH, c'est Bernard Arnault qui fait parler de lui, qui s'en prend à Gabriel Zucman, économiste, qui défend, et ce que vous le retenez aussi, une taxe de 2% sur les plus riches. Il le traite, on va le voir sur la phrase, de militant d'extrême gauche, de pseudo-universitaire. Ce sont des propos violents. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça fait partie du discours politique? Je vais répondre. Je salue quand même le succès du 18 septembre. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et nous, cet après-midi, on appelle à prendre les places de la République à l'appel de Mouvement Jeune, parce que je pense que c'est les principes républicains aujourd'hui qui sont mis en question dans ce pays, notamment, et je vais venir à Bernard Arnault, sur la question de l'égalité, donc on appelle partout, ça sera notamment Place de la République à Paris. Alors, je vais vous répondre sur Bernard Arnault. Je trouve que cette agressivité illustre quelque chose, parce qu'on voit bien que les mots sont durs, c'est pas le seul à les formuler, mais il les a formulés aujourd'hui de manière extrêmement dure vis-à-vis de Gabriel Zucman. Alors, au-delà du mépris social, de classe un peu affiché, moi j'ai eu droit aussi, je pense que, en fait, en réalité, ces gens-là réagissent d'autant plus durement que la taxe Zucman met le doigt sur un hold-up. Et ce hold-up, c'est celui qui est pratiqué par les ultra-riches depuis maintenant une vingtaine d'années, qui fait qu'ils accumulent des richesses qui sont comparables quelque part aux privilèges de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que l'Ancien Régime, vous aviez une caste, même pas 1% de la population, qui vivait en réalité sur la force de travail de 95% de la population. On est en train de revenir à ça. Voilà. Après un 20e siècle qui a largement réduit ça, en 84, par exemple, 1% des plus riches ne possédaient plus que 16%, ne possédaient plus, c'est beaucoup déjà, mais 16% du patrimoine. On est en train de revenir à ça. Et ce que M. Arnault ne veut pas que l'on voit, c'est que lui et ses congénères, par exemple les 500 personnes les plus riches de ce pays, écoutez-moi bien, ils ont augmenté de 500% leur richesse depuis 2010. Ils ont doublé leur patrimoine depuis 2017. Alors vous dites... Alors que, je finis là-dessus, alors que le patrimoine national, lui, n'a pas doublé. Donc moi j'ai une certaine logique. Quand le patrimoine national ne double pas et que les ultra-riches doublent leur patrimoine, ça veut dire qu'ils le font sur le dos de tous ceux qui travaillent. Mais il s'attaque à Gabriel Zucman, économiste connu, reconnu. Il dit qu'on ne sait même pas s'il a ses diplômes. Vous faites confiance à Gabriel Zucman sur ses travaux? D'abord, il a ses diplômes, mais il est reconnu par des diplômes dont on dit que ça amène en général au prix Nobel de l'économie, d'accord? Et bien sûr, je lui fais confiance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'organise un colloque à l'Assemblée avec lui, Joseph Stiglitz, également au prix Nobel, sur la question du taxation des patrimoines, le 1er octobre à 10h, avec Charles de Courson. Donc, je lui fais confiance, mais surtout, j'ai regardé sa taxe. Bon. Pourquoi alors, sa taxe c'est taxer tous les patrimoines, y compris, je vous explique. Y compris personnel. J'y viens. Et c'est là aussi où il peut y avoir débat, y compris à gauche. J'y viens. Pourquoi sa taxe est pertinente? Qu'elle ne suffit pas, d'ailleurs, il le dit lui-même,
pour revenir sur cette accumulation de richesses qui nous manque partout. Il nous manque dans les recettes de l'État pour investir en termes d'écologie. Il nous manque aussi parce que quand vous augmentez des richesses, quand vous accumulez des richesses, c'est qu'en général, vous prenez par exemple sur les salaires qui ont baissé, sur le modèle social français avec des exonérations de cotisations et sur des cadeaux fiscaux comme on l'a vu avec M. Macron. C'est que la taxe Zucman, elle pointe la manière dont se sont enrichis les ultra-riches dans ce pays depuis 20 ans. Y compris personnellement, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Y compris leur entreprise. Bien sûr. C'est qu'elles ont transféré une partie de leurs revenus personnels, qui ont quand même augmenté, ça augmente. Les 1% ont quand même vu leur revenu personnel augmenter de 119%. Mais c'est pas ça le plus frappant dans leur accumulation de richesse. Ils les ont transférés vers du patrimoine sur des biens professionnels, dont 90% sont des actifs financiers. Pourquoi? Parce que les impôts, finalement, taxaient moins cette part de patrimoine. Et la taxe Zucman, elle pointe ça là-dessus. Elle dit, on a un problème parce que finalement, il y a des revenus déguisés sous forme de patrimoine dans des biens professionnels, donc on taxe à hauteur de 2%. J'ai compris le raisonnement, mais ça fait débat quand même. Par exemple, François Hollande. On voit, ça fait débat, ça fait pas seulement débat, ça fait une attaque. Non, mais on a François Hollande, député PS, dit qu'il ne faut pas en faire dans ce pays depuis le Front populaire. Il ne faut pas en faire un alpha et un oméga. On peut aussi discuter de l'aménagement de la taxe Zucman. Est-ce qu'elle peut être aménagée? Mais le problème, c'est que si vous... Alors, j'ai entendu, notamment François Hollande, met sur la table, parce que lui, il rêve d'un compromis, met sur la table quelque chose qui est déjà à l'étude à Bercy, je peux vous le dire, qui serait une sous-taxe Zucman, genre Canada Dry, qui serait à 0,5% seulement, et qui exclurait les biens professionnels. Et pourquoi il ne faut pas exclure les biens professionnels? Parce que c'est justement dans les biens professionnels que ces gens-là ont accumulé leur patrimoine. Aujourd'hui, on a 1% des plus riches qui possèdent 2/3 des biens professionnels de ce pays. 2/3 des biens professionnels. Si vous les excluez, eh bien, vous perdez la cible de cette taxe et elle rapportera quasiment rien. On va en venir au budget qui va être connu dès que Sébastien Lecornu va avoir constitué son gouvernement. Il va faire un discours de politique générale avant ça. Est-ce que dès la motion de censure que vous déposerez, ce sera dès le discours de politique générale? Est-ce que vous pensez que toute la gauche vous suivra là-dessus? Pas forcément. S'il y a un vote de confiance, on ne déposera pas. C'est pas un vote de confiance. J'ai bien compris. C'est juste pour vous répondre. D'accord. Vous demandez un vote de confiance, mais vous savez que normalement, excusez-moi, un vote de confiance. D'accord, mais il va le perdre comme François Bayrou. C'est devenu extraordinaire que sous le macronisme, parce que le président de la République est minoritaire, on enfreint une règle qui n'a jamais été enfreinte de toute la Ve République, et on l'a enfreint une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus encore, qui est le fait qu'un gouvernement nommé ne vérifie pas s'il a une majorité, qui est quand même le b.a.-ba de la démocratie. Donc s'il ne le fait pas, vous avez raison de le dire que probablement il ne le fera pas parce qu'il n'est pas majoritaire, ce qui est un problème depuis juillet dernier, quand même démocratique, eh bien, nous déposerons une motion de censure pour que l'Assemblée ait le droit de voter. Et ce sera tout le NFP qui sera derrière cette motion de censure? On verra bien qui est derrière, justement. Vous avez des doutes? Écoutez, j'ai cru comprendre que les écologistes sont prêts à le faire, j'ai cru comprendre que le groupe GDR est prêt à le faire, oui. Et j'ai cru comprendre que le Parti Socialiste hésite. Vous avez cru comprendre, oui, qu'il hésite. Voilà, qu'il hésite. Bon, je pense que ça serait problématique que le Parti Socialiste hésite, après n'avoir pas voté la motion de censure du premier gouvernement Bayrou en février dernier, ce qui fait que les Français ont souffert de 6 mois de plus de macronisme, alors même que le macronisme, je parle du programme, avait été battu dans les urnes en juillet dernier. Donc je l'espère que ça sera dès ce budget. Et je vais vous dire pourquoi. Non, dès la déclaration de politique générale, dès la déclaration de politique générale, donc avant le budget, vous avez raison de me reprendre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que plus ça sera tôt, mieux ça vaudra. Il faut un retour au peuple. On ne peut pas continuer comme ça dans la période. S'il y a dissolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée de Renaissance à Arras, autour de Gabriel Attal, qui, au moment de la dissolution, il y a un peu plus d'1 an, avait dit il faut un front républicain pour bloquer le Rassemblement national. En cas de dissolution, est-ce qu'il devrait y avoir un nouveau front républicain? Écoutez, il m'apparaît peu probable. Je vais vous dire franchement pourquoi. Parce que aussitôt que ce front républicain a été, on ne l'a pas appelé comme ça, on a appelé ça plutôt un bouclier, qu'importe. Aussitôt qu'il a été proposé par Jean-Luc Mélenchon en premier à la télévision dès le soir des élections. Et Gabriel Attal qui l'a relayé. Bien sûr. On se souvient. Voilà, il l'a relayé. Bien évidemment, à l'époque, il n'était pas sur le nini. D'accord? Donc, dès que ça a été acté, que ça a servi quand même fortement des députés du socle commun, parce que je vous rappelle que 72% de notre électorat a été voté pour un candidat du socle commun. À l'inverse, il n'y a même pas la moitié. Il reste 30 secondes. Dès qu'il a été fait, on est revenu sur quelque chose qui est devenu le nini, ni RN, ni LFI. Maintenant, c'est même presque, chez certains du socle commun, pas de LFI. Donc, vous comprenez que nos électeurs, ils ont un peu du mal à comprendre. Donc, vous le souhaitez comment pas, on s'oppose à l'extrême droite. Vous le souhaitez, mais vous dites que c'est pas possible. En repoussant la principale force de gauche.
Alors, je vous le dis, je pense que ça sera compliqué, mais s'il y a des élections, d'abord, vous savez que nous, on souhaite que ça soit une présidentielle, parce que c'est là que se pose le problème, et se pose le contexte. S'il y a une élection, on se battra et on s'organisera, y compris avec une fédérative, pour faire en sorte que nous gagnions les élections. Ça sera notre objectif. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche Politique, réalisé par Tristan dans la rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, ici 12-13, l'actualité de votre région à la mi-journée. Bon après-midi, bonne semaine, bon dimanche et à la semaine prochaine.